Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Laurent Fabius et Georgina Dufoy relaxés par la Cour de justice de la République dans l'affaire du sang contaminé. Edmond Hervé est condamné pour homicide et blessures involontaires mais dispensé de peine. Le maire de Rennes dénonce une condamnation politique. Le président de l'Assemblée nationale se félicite que la vérité soit enfin reconnue. Les victimes parlent d'un arrêt scandaleux et incohérent. La classe politique a du mal à dissimuler son malaise. « 1999. La République juge ses ministres. Une parodie de justice pour bien des victimes. C'est pas une justice. À aucun moment on peut s'exprimer, on n'a pas d'avocat, on n'a pas droit à la parole. Les deux procureurs ont vraiment démoli les parents en disant mais c'est finalement les responsables dans cette affaire, ce sont vous les parents, vous aviez qu'à pas perfuser vos enfants. Un responsable politique a une charge qui lui est confiée et qu'il doit y faire face. Et que pour certaines charges confiées aux politiques, ce sont des questions de vie ou de mort. Mais c'est une chaîne extrêmement vaste du monde médical qui est impliqué dans cette faute. Le sang contaminé, une affaire d'État impliquant les plus hautes personnalités politiques du pays. Des ministres agissant en dehors de toute règle de droit et de morale, acceptant la contamination de 4000 transfusés et 1205 hémophiles, au nom d'enjeux financiers. Terrible révélation. Voilà à l'époque ce que l'on dit de l'affaire. Ce drame, la France le découvre en 1992, lorsque 4 médecins sont accusés d'avoir inoculé la mort, d'avoir sciemment distribué du sang contaminé durant l'été 1985. Mesdames et messieurs, bonjour. Un mandat d'arrêt lancé contre le docteur Garetta. C'est l'épilogue du procès de quelques responsables de la contamination de milliers d'hémophiles par le sida. C'est à 9h30 que le président Mazière a rendu son verdict dans le procès du sang contaminé. Principal inculpé et principal absent, Michel Garetta a été condamné à 4 ans de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt. Son adjoint, le docteur Alain, a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Le docteur Roux, ancien directeur général de la santé, a été condamné à 4 ans de prison avec sursis. Le docteur Netter, l'ancien directeur du laboratoire national de la santé, a été, lui, relaxé, ce qui était prévisible. Il y a eu un verdict clément du fait qu'on n'avait que simplement la vente de produits avariés. On n'a jamais tenu compte qu'il y avait mort de personnes. Et ça, c'est ce qui a toujours été dramatique dans l'affaire du sang contaminé. C'est qu'ils ont été jugés sur la loi de 1905, je ne sais plus quelle loi, ou vente de produits avariés, vente de produits. Mais jamais personne, on n'a jamais reconnu la culpabilité des médecins et des gens sur le fait qu'ils aient tué du monde. Il y a des personnes vulnérables qui sont totalement dépendantes d'un dispositif de soins qui est un dispositif public, et que ces personnes vulnérables, c'est-à-dire les transfusés, les hémophiles parmi les transfusés, ces personnes vulnérables n'ont pas été correctement défendues par les gens à qui ce soin était confié. Je considère que dans cette affaire, la responsabilité de tous les acteurs est engagée. Selon les questions, selon les dates, la responsabilité des uns ou des autres est importante. Il est de toute façon évident que dans un système où le pouvoir technique, le pouvoir de réglementation, le pouvoir économique est au niveau politique, l'engagement politique est majeur. Une accusation qui déclenche 7 ans plus tard, en mars 1999, le procès d'une partie de la classe politique devant la Cour de justice de la République. On les accuse d'avoir pris des décisions basées uniquement sur des intérêts économiques. Ils se défendent en renvoyant médecins et scientifiques face à leurs responsabilités. Les décisions qui ont été prises à l'époque ont été prises conformément aux avis unanimes des experts. Qui sont les responsables? Je crois que le vrai problème, nous l'avons dit au début de cette conversation, madame, c'est qu'à l'époque, sur le plan scientifique, il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Qu'ont fait les pouvoirs publics, ils se sont calés sur les recommandations des scientifiques. Cette responsabilité, elle est très directement sur mes épaules aujourd'hui. Donc je me sens tout à fait responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable.
Le scandale du sang contaminé, en quelque sorte, c'est comme une bombe à retardement, avec bien évidemment un contexte très spécifique à l'époque. Il y a beaucoup d'affaires politico-financières, avec des spécificités françaises très fortes. Le fait que ce sang n'est pas payant, mais bénévole. Le fait qu'en France, le sang soit traité par l'État, et donc par les hommes politiques et par l'appareil administrativo-politique. Donc des enjeux très très forts qui vont aider à transformer ce drame en scandale. Ils sont responsables, ne serait-ce que d'avoir laissé une transfusion sanguine libre de faire ce qu'elle voulait, alors qu'elle avait manifestement une fonction, on peut dire, régalienne presque, c'est-à-dire une fonction de service public. Ne serait-ce que ça, les politiques sont responsables. Coupable signifie un cran nettement de nature différente qui serait la conscience, si ce n'est la volonté, d'induire un effet néfaste. Pour comprendre ce qui se joue, il nous faut remonter au début des années SIDA. Tout commence au printemps 1983, lorsque l'équipe du professeur Montagnier découvre un virus inconnu. Une découverte qui semble malheureusement n'intéresser ni les scientifiques ni les politiques. Du coup, l'équipe de l'Institut Pasteur se retrouve isolée et quasiment sans financement. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'argent et le problème de l'espace, du laboratoire. Parce que ce virus, on ne connaissait pas très bien ses propriétés. Bon, on savait que c'était un rétrovirus, donc on n'avait pas trop peur. Mais enfin, beaucoup de gens autour de moi, même certains de mes collaborateurs, avaient peur de ce virus. Donc je n'ai pas pu commencer à produire ce virus dans mon propre laboratoire. Et j'ai donc demandé à mon chef de laboratoire, qui était Jean-Claude Sherman, qui lui avait un espace un peu plus grand, d'affecter au moins une pièce. Donc on a pris une buanderie dans le laboratoire de Sherman, et c'est là qu'on a commencé à produire le virus. Donc c'était le premier point, l'espace. Deuxième point, l'argent. Et je dois dire qu'au début, on n'a pas été beaucoup aidé. On nous a dit, si M. Montagnier pense que ce virus est important, mais il n'a qu'à dégager de l'argent ou d'autres recherches. On était considérés comme de doux farfelus. Vous voyez, une maladie marginale, tout le monde se demandait pourquoi on s'intéressait à une maladie qui ne concernait que peu de personnes et qui sentait le soufre quand même. Hein. À l'époque, début des années 80, qui est-ce qui veut bien s'intéresser à une maladie d'homosexuel? Il faut des jeunes médecins, quoi, qui sont un peu gauchistes, un peu prêts à ruer dans les brancards, à remettre en question le savoir des mandarins, etc. Et ils sont pas très très nombreux. Enfin, et en tout cas, ils seront quoi? Ils seront une dizaine dans un premier temps. Tout simplement ceux qui verront les premiers patients. C'est comme ça que ça leur arrive, évidemment, dans leur service. En 1983, la France ignore tout de cette maladie. Et puis, le sida ne semble toucher qu'une seule catégorie d'êtres humains, les homosexuels, et semble-t-il essentiellement des Américains. Pour les médecins, et a fortiori pour les responsables de la santé publique, le sida n'existe pas encore dans notre pays. D'ailleurs, les premiers patients français sont des jeunes hommes qui ont voyagé aux États-Unis. Ils sont discrètement soignés au pavillon des maladies infectieuses de l'hôpital Claude Bernard. On pense alors que ce syndrome est directement lié à leur mode de vie. En 83, on ne s'est pas trop affolé pour ce problème-là parce qu'il était limité à une catégorie de population bien définie. On avait affaire à quelque chose qu'on ne connaissait pas, donc on découvrait. Et quand on découvre, il y a une période qui, en l'occurrence, a été relativement brève, mais enfin tout de même de 2 ans, pendant laquelle on ne savait pas ce qui se passait. Et puis surtout, la vraie maladie de l'époque, c'est quand même le cancer. Hein. Il n'y a pas la place en général dans une société pour deux maladies à la fois intraitables et insurmontables. Donc la vraie frayeur du moment, ce qui motive les dons, ce qui motive l'argent pour la recherche, ce qui motive beaucoup de choses et beaucoup de gens, c'est le cancer. Et arrive ce sida dont on ne sait pas grand-chose à l'époque, puisqu'il n'y a pratiquement pas de cas. C'est une maladie américaine dans un premier temps. Donc c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que dans un premier temps, on ne la voit pas, elle n'existe pas. En France, mais on sait qu'elle existe ailleurs. En 1983, on sait que le virus se transmet par les relations sexuelles et le sang.
Les centres de transfusion établissent alors des listes de donneurs à risque. Et au mois de juin, Edmond Hervé, secrétaire d'État à la Santé, diffuse une circulaire qui stipule que désormais seront exclus des dons de sang les homosexuels à partenaires multiples, les toxicomanes et les ressortissants d'Haïti et d'Afrique équatoriale, des régions dont on pense qu'elles sont le foyer du virus. Une circulaire qui, bizarrement, n'interdit pas les prélèvements de sang en prison, qui sont pourtant eux aussi jugés très risqués. Une circulaire qui également déclenche l'indignation dans les médias et la communauté gay. Cette indignation se propage sur le terrain et rares sont ceux qui osent appliquer les recommandations du ministère. Les gens qui doivent appliquer la circulaire, c'est assez compliqué pour eux, vous voyez. C'est scabreux demander aux gens s'ils sont pratiques à risque, leurs partenaires et tout ça. Les gens qui prélèvent le sang, ils ne sont pas habitués à ça. Donc c'est une révolution culturelle. Et ça n'est pas bien appliqué, ou des fois pas du tout. Il y a un rejet parce qu'en France, premièrement, sélectionner est un concept inacceptable, encore plus en transfusion sanguine. C'est-à-dire que par nature, le donneur de sang est quelqu'un de généreux et qu'on ne peut pas lui faire l'affront de l'exclure, bien qu'il existait déjà un certain nombre de contre-indications au don, mais qui étaient de nature médicale. Sur un facteur de risque, ça donne une connotation, vous appartenez à un groupe qu'on n'aime pas beaucoup. Lorsque le CNTS, qui est le premier à organiser cette sélection des donneurs, le fait, il se prend une volée de bois vert sur le thème, effectivement. Bon, alors maintenant, les PD sont, en plus d'être PD, sont des gens qui ont un sang à risque. Enfin, ça fait rigoler tout le monde, quoi. Ça fait rigoler, ça met en colère. Mais ce ne sont pas deux éléments très scientifiques pour évaluer une décision de santé publique. Il n'est pas question du tout de faire une sélection parmi les donneurs, dans lesquels d'ailleurs nous avons toute confiance, cela va de soi, que nous connaissons. Simplement, nous demanderons aux donneurs de nous dire si quelques signes distinctifs de cette maladie ne seraient pas par hasard survenus chez eux dans les 15 jours ou le mois précédant le don. Des médecins réticents à interroger leurs donneurs qui eux-mêmes ne dévoilent pas toujours leur sexualité. Le danger de la stigmatisation masque celui du sida. Le débat intellectuel prend le pas sur la réalité médicale et la bonne conscience sur le pragmatisme. Une attitude qui coûtera cher en vie humaine. Les derniers à avoir trié les hommes sur des critères non scientifiques, c'était les nazis. Les médecins, qui étaient des hommes qui, dans les années 80, avaient entre 40 et 50 ans, donc qui avaient tous connu la guerre, ses horreurs et ses suites et ses promesses de plus jamais ça dans tous les sens, étaient des gens qui n'avaient absolument pas envie de trier des hommes sur des critères non scientifiques, d'une part, et puis reposant en plus sur soit leur origine raciale, puisqu'il fallait aussi trier les Africains et les Haïtiens, soit sur leur comportement sexuel. Et ça, on va le payer très cher. On va le payer le prix des 4000 transfusés qui auraient pu ne pas être zéro transfusés, infectés, mais qui auraient pu être, à la mesure des Anglais, moins d'un millier. Ça veut dire économiser, entre 50 et 70% des contaminations. Ce qui est quand même énorme. Le sida contamine aussi les esprits. Il expose au grand jour deux communautés. D'abord les homosexuels, suspectés de répandre la maladie, et puis les hémophiles, des hommes aussi, atteints d'une maladie incurable. Depuis peu, ils disposent de nouveaux produits issus de prélèvements sanguins qui leur permettent de vivre comme tout le monde. Mais ces produits peuvent désormais les contaminer. Or, ces deux communautés, particulièrement exposées au risque, vont elles aussi ignorer le sida. Les hémophiles trouvent une solution pour ne plus en entendre parler, c'est que nous ne sommes pas des homosexuels, qu'on n'a rien à voir avec eux, qu'on n'a rien à voir avec les drogués, qu'on n'a rien à voir avec les Haïtiens, et il y a les 3 H, on ne veut pas être le 4e. Je me rappelle d'avoir eu à l'époque presque une engueulade avec une journaliste du Figaro parce qu'ils avaient titré homosexuels, haïtiens, hémophiles, en gros même combat.
qui disait, attendez, ça fait des années qu'on se bat pour essayer de promouvoir l'intégration sociale, scolaire, professionnelle des hémophiles. Vous publiez des trucs comme ça, c'est tout à recommencer. Mais il disait, mais si, il faut avertir, etc. Mais je disais, mais pas dans ces formes-là. Le problème n'est pas que nous soyons homosexuels ou haïtiens. Le problème est qu'il y a peut-être un problème de transfusion. Et ce déni va avoir un prix, car les nouveaux produits anti-hémophiliques sont issus du sang de milliers de donneurs. Leur utilisation fait courir des risques qui inquiètent les médecins. Rosenbaum a appelé l'Association française des hémophiles pour leur dire attention, là, dans les nouveaux produits qui sont effectivement très performants, qui vous donnent une liberté d'action et de voyage et de tout ce que vous voulez, il y a peut-être quelque chose qui peut vous nuire. On lui a raccroché au nez, mais parce qu'on ne raye pas 30 ans de lutte contre une discrimination, que l'on soit dans une catégorie ou dans l'autre, on ne raye pas 30 ans de lutte comme ça. N'oubliez pas qu'à l'époque, le principal risque perçu par les hémophiles, c'était les hépatites. Ils mouraient des hépatites. Et pour eux, un risque fantasmatique qui concernait en plus les homosexuels, donc pas eux bien entendu, du VIH, c'était rien à côté des hépatites. Dans cette affaire, la position de l'Association française des hémophiles peut paraître ambiguë. Bien qu'alerté par les médecins qui suggèrent de revenir aux anciens traitements plus contraignants mais plus sûrs, le président de l'association écrit en décembre 1983 « Le risque éventuel dû au sida n'est pas de nature à modifier les thérapeutiques ». Une position qui déterminera la politique de soins de l'AFH jusqu'en 1985. Il y avait une pression de l'association des hémophiles de dire continuez à vous perfuser avec des produits concentrés, c'est beaucoup plus pratique. Je veux dire, on nous faisait une publicité là-dessus, il fallait impérativement se traiter comme ça, quoi. Il fallait surtout pas revenir en arrière, et quelque part, ils se sont battus pendant des années pour en arriver à ce progrès-là. Quelque part, c'était pas pour revenir en arrière. Mais je veux dire, on aurait pu revenir en arrière momentanément, le temps de faire passer ce problème de sida. Le gros problème, c'est ça, c'est qu'on a fait confiance. Surtout, n'arrêtez pas les prophylaxies, faites les prophylaxies, c'est important. Les prophylaxies, c'est quoi? La prophylaxie, c'est perfuser un hémophile 2 fois par semaine, pour éviter, en prévention, c'est de la prévention, et comme ça évite qu'il fasse des hémorragies, parce qu'une hémorragie, il faut savoir que ça détruit une articulation, et après, ça fait que les hémophiles sont handicapés. C'est-à-dire que je fais partie de la génération dont l'enfance a été vécue sans produit. C'est pas confortable. C'est même très pénible. Hein. Il n'y a guère que les morphines pour soulager ce genre de douleur. Donc, si vous voulez, l'idée qu'on ne peut pas trop se permettre d'arrêter les traitements, c'est une idée assez naturelle. C'est une idée assez naturelle. Chez les enfants, vous arrêtez les traitements, vous créez des séquelles qui sont irréversibles. C'est-à-dire que le cartilage bien abîmé par une bonne hémarthrose d'enfant, c'est quelqu'un qui va porter ça toute sa vie. Donc voilà, c'est un choix difficile, et je pense que comme par ailleurs le lien, la nature exacte, la façon dont se faisait le lien entre le fait de développer un sida et le fait d'avoir pris un produit contaminé n'était pas si évident que ça. C'est après, progressivement, quand on a vu que massivement les personnes qui avaient reçu les produits développaient la maladie, que là on s'est dit, mais on n'est pas même dans un régime hépatite. Ce n'est pas quelques personnes malchanceuses qui vont développer la maladie, c'est massivement. En cette fin 1983, le sida n'est pas au cœur des préoccupations. La France compte trop peu de malades qui meurent, d'ailleurs dans la solitude et l'indifférence. Une situation qui profite au virus qui se transmet ainsi dans le secret et la clandestinité. À cette époque, les Français sont loin de mesurer l'ampleur du désastre à venir. Et la réalité, lorsqu'elle apparaîtra 15 ans plus tard, sera niée quand on accusera les ministres d'avoir laissé se propager le sida à l'insu de la population. Dans l'opinion, l'affaire du sang contaminé résonne dès lors comme un mensonge d'État qui justifie la comparution des responsables politiques pour homicide involontaire. Un cas unique au monde. Aux États-Unis, ce sont les hôpitaux et les centres de transfusion qui sont poursuivis. Donc il y a des procès. Mais c'est pas des procès, c'est pas le procès, si vous voulez. Hein, ce sont des procès, il y en a un peu partout dans tous les États. J'ai participé à un certain nombre.
Donc il y a aussi ce qu'on a appelé des scandales du sang contaminé, mais plutôt localisés. En France, il y a une sorte de bulle qui se produit après un certain temps. Ça fait vendre, c'est une bulle médiatique. 3 ministres devant le tribunal dans l'affaire du procès du sang contaminé. La relaxe de Laurent Fabius et de Georgina Dufoy et la condamnation sans peine d'Edmond Hervé ne satisfont personne. Monsieur Fabius, vous étiez Premier ministre à l'époque. Pourquoi des faits, et en l'occurrence dramatiques, puisque ils entraînent des morts, etc., ne font pas scandale à l'époque et deviennent un scandale plus tard dans les médias, parce que au début, ce sont des journalistes scientifiques, médicaux, qui connaissent relativement bien le problème, et qui sont plutôt sur des enjeux scientifiques, même s'il y a de l'investigation, etc. Ensuite, on passe à des journalistes judiciaires, on est plus dans les enjeux judiciaires. Voilà. Et ensuite, on passe aux journalistes politiques ou aux éditorialistes. Et là, j'allais dire, plus on s'éloigne des faits, et plus ce sont les enjeux politiques qui priment, et plus aussi les erreurs factuelles, les erreurs d'interprétation sont très fortes. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des discussions, des débats d'éditorialistes qui viennent parler d'une affaire qu'ils ne connaissent pas et qui viennent donner des leçons à des grands médecins ou quelques années après. Et ça, c'est un peu aussi un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que cette politisation s'explique par les spécificités de l'univers journalistique français. Mais les journalistes... Je veux dire, on en fait un combat, enfin c'est mon interprétation, ils en ont fait un combat de leur propre légitimité à énoncer la vérité. Juges et journalistes accusent notamment Laurent Fabius d'avoir volontairement retardé la mise en place du dépistage du sida. Seuls des tests pouvaient en effet permettre de stopper les contaminations. Et s'il est vrai que dès le mois de mai 1985, ces tests étaient disponibles, le Premier ministre ne prendra pourtant la décision de les rendre obligatoires que le 19 juin. Dans le discours qu'il prononce ce jour-là, on devine une des raisons de ce report, le coût de cette mesure de prévention. La question qui nous est posée aujourd'hui même est celle-ci. Devons-nous, oui ou non, rendre obligatoire le test de dépistage du sida chez tous les donneurs de sang? Après beaucoup de réflexions, nous avons décidé de rendre ce dépistage obligatoire. La généralisation qui interviendra rapidement représentera, je dois le dire à l'Assemblée nationale, un coût pour la collectivité d'environ 200 millions de francs par an pour 4 millions de dons du sang. Un mois plus tôt, le 9 mai, à l'issue d'une réunion interministérielle, un conseiller du Premier ministre avait demandé le report du dépistage obligatoire des dons de sang. Car dans l'ombre, les experts de Matignon ont beaucoup de mal à coordonner l'action de plusieurs administrations aux intérêts souvent divergents. Et pour que des millions de bénéficiaires de dons... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs administrations qui ont des rôles différents. Il y a une administration qui est en charge d'évaluer scientifiquement le produit, il y a une administration qui est en charge de éventuellement veiller à ce qu'il y ait une offre industrielle pertinente, et puis il y a surtout une administration qui est en charge de dire oui, j'accepte que l'assurance maladie paye ce test. Et ces administrations, elles ont chacune une logique, et ces logiques peuvent être contradictoires. Et donc il faut arriver à les mettre d'accord. Or, à l'époque, il n'y a pas de chef de file de ces administrations. Et comme l'assurance maladie ne faisait pas le calcul, on n'est pas très fort en France en économie de santé, puis à l'époque, on n'avait pas du tout les bases pour faire ça. Je veux dire, elle voyait une dépense sèche à faire aujourd'hui, et sans imaginer qu'il y avait bien entendu des économies à faire, non seulement de vie humaine, mais j'allais dire que même s'il raisonnait de façon purement économique, il y avait l'économie du traitement des patients qui allait pouvoir ne pas être contaminée. Depuis 1984, Français et Américains se livrent à une compétition sans merci pour faire breveter leurs tests. Les sommes en jeu sont colossales. Lors du procès des ministres, on accusera Laurent Fabius d'avoir bloqué l'autorisation de mise sur le marché du test américain au bénéfice de l'Institut Pasteur. En réalité, les deux tests sont prêts depuis février 85, mais le Laboratoire national de la santé les a bloqués afin de s'assurer de leur fiabilité. Aucun régime de faveur. Américains et Français sont logés à la même enseigne. À l'époque, il n'y avait pas de référence nationale.
pas de référence internationale et la réaction qui était proposée était une réaction délicate basée sur un petit virement de couleur. Donc, selon l'interprétation, vous passiez d'un côté, vous passiez de l'autre. Les deux tests qui étaient à disposition étaient limites au point de vue qualité, à cause des faux positifs et des faux négatifs que les deux tests avaient. Porter un diagnostic de sida chez quelqu'un s'il n'a pas le sida, c'est quand même grave sur le plan éthique et inversement. Donc, on tenait à avoir des réactifs absolument impeccables. Moi, j'ai fait les évaluations en mars, autant Abbott que Pasteur, les évaluations étaient faites en même temps. Donc, quand Abbott dit qu'ils étaient prêts avant, ils étaient peut-être prêts en production, mais les évaluations, le Laboratoire national de la santé avait les deux évaluations en même temps. Il n'y avait pas de retard dans les évaluations ni dans la préparation des tests. En mai 1985, le conseiller industriel Jacques Biot dit au Premier ministre « Concernant les tests de dépistage, il convient de mettre en place une gestion astucieuse du calendrier. » S'agit-il là encore de retarder la sortie du test américain? La note que j'ai faite à l'époque au Premier ministre disait deux choses. Elle disait « Le test de Pasteur est prêt ». Donc, c'est important de le mettre sur le marché. Il y a un concurrent qui est le concurrent d'Abbott. À l'époque, je ne connaissais pas Abbott, que j'ai appris à connaître depuis, qui est un grand laboratoire qui a fait beaucoup pour la communauté du sida, mais je ne les connaissais pas. J'avais eu la version française, si j'ose dire. Et donc, ma recommandation était effectivement de gérer le calendrier de telle sorte que Pasteur Production soit remboursé au moins aussi vite que son concurrent. Le test français était plus cher et les centres de transfusion, même les ministères, hésitaient. De ce fait, à donner le hockey, le feu vert au test français. C'est un problème de coût. Alors là, il y a un problème financier. Alors, puis, est-ce que c'est vraiment un problème important? Est-ce qu'il faut tester tous les donneurs de sang? Parce qu'on ne réalisait pas à nouveau l'importance de la maladie. Durant ces années, scientifiques et médecins ne prennent pas conscience de l'ampleur de la maladie. Et la plupart des discours sont rassurants, alors même qu'une enquête épidémiologique estime dès le mois de mai 85 à 50 le nombre de personnes contaminées chaque semaine par les transfusions en région parisienne. Mais en 1985, on parle de porteurs sains qui ne développeront jamais la maladie. Vous le savez, il y a très peu de porteurs qui vont finir par être malades, et quand ils seront malades, ils auront une forme de maladie qui ne sera pas forcément celle qui tue, mais d'une forme dégradée. Donc il y a 10%, même pas des porteurs qui peuvent l'être, et parmi ceux qui vont être dans la forme pré-sida, disons, il n'y a même pas 10%, là encore, qui le deviendront. Le rapprochement entre séropositivité et mort n'est pas explicite, n'est pas aussi explicite à l'époque qu'il l'est maintenant. À partir du moment où on vous dit que vos enfants sont séropositifs, bon, Stéphane, on a commencé à se poser des questions, Laurent, 2, là, à partir de ce moment-là, on a commencé à se renseigner. À partir de juillet, septembre 85, on a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit, non, mais il y a très peu de chances pour qu'ils développent la maladie. On disait, de toute façon, ils sont séropositifs, tous ceux qui sont séropositifs, il y a très peu de chances qu'ils développent la maladie, ainsi de suite, alors que les médecins savaient déjà pertinemment que cette contamination était dangereuse. Et ils avaient déjà avec du recul, aux États-Unis, il y avait des gens qui étaient décédés, et donc ils savaient que c'était grave. J'ai eu l'impression qu'effectivement, cette puissance médicale n'était pas du tout préparée à affronter ce qu'ils pensaient être une remise en cause de leur savoir. Mais je vous dis ça, c'est mon interprétation d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal, comme beaucoup de gens, à me replacer exactement dans les années 85, dans l'année 85. Difficile en effet de comprendre, bien des années plus tard, les doutes des médecins et des scientifiques à l'époque des faits. Tout comme les décisions prises par les responsables politiques. La maladie est marginalisée. On en parle comme d'une infection rarement mortelle. Dans ces conditions, comment avoir conscience de l'urgence? Un manque de clairvoyance qui amènera les décisionnaires devant la justice et les médias. Monsieur le Premier ministre, sur le test de dépistage, il semblerait que vos services aient donné l'ordre ou donné le conseil de retarder la mise sur le marché des tests américains.
Les demandes d'agrément des tests ont été déposées en février 85. Le 11 février pour le test américain, le 25 février pour le test français. À partir de ces demandes, toute une série de vérifications ont été faites qui ont abouti le 15 juin à l'agrément des 2 tests, soulignant que le dépistage avait été effectif dans certains centres dès le 1er juillet. La France a été dans les premiers à prendre ces dispositions, et on dit que les États-Unis l'ont fait préalablement, mais ce n'était pas vrai dans tous les États. Il y a des États qui l'ont fait seulement 1 an après la France, aux États-Unis. Je dirais que j'ai même pu dire qu'on l'a fait trop tôt en France, parce que nous, ce que nous souhaitions, c'est qu'en même temps qu'on fasse le test dans les centres de transfusion, dans les dons du sang, on puisse le faire aussi ailleurs. Parce que sinon, on prenait le risque de voir des gens contaminés aller donner leur sang pour se faire tester. Le remboursement à 100% était aussi très important, il fallait le faire en même temps, parce que sinon, là aussi, les gens allaient donner leur sang pour se faire tester. Et ça, on savait que c'était dangereux, à cause des faux négatifs qu'il y avait à l'époque. Vous voyez, tout ça, c'est pas simplement une question de délai. Et même si ça peut paraître un peu bizarre, je continue à prétendre qu'on a été trop vite. En juin 1985, alors que le dépistage va bientôt devenir obligatoire dans les centres de transfusion, on se doute qu'il va faire émerger au grand jour une population séropositive. L'enjeu social est tel que le Premier ministre en personne se charge du dossier des tests. Un élément de plus qui vient brouiller les cartes et qui, à l'époque, étonne les journalistes. Je crois que la question que les Français se posent, c'est est-ce que c'est un travail de Premier ministre, il y a un ministre de la Santé dans ce pays, est-ce que c'est un travail de Premier ministre de prendre la tête de la bataille contre le sida qui a fait 180 morts en France, là où l'infarctus en fait 50 000. Le ministre de la Santé, M. Hervé, Mme Dufoy ont fait leur travail. Mais on est là devant un problème plus vaste. Les autorités, elles prennent en compte le volet social, ce fameux volet de la discrimination qui est énorme. C'est pas évident, hein. C'est-à-dire on va faire émerger des gens. En même temps, on sait que si on les fait pas émerger, eux-mêmes vont continuer par leurs pratiques sexuelles à disséminer le virus dans la population générale. Donc c'est un casse-tête, mais extraordinaire. Comment on va faire émerger une population qui va être discriminée d'emblée, alors qu'on n'aura rien à lui offrir comme thérapeutique, qu'on n'aura rien à lui dire, qu'on ne saura pas dire parmi tous ceux qui seront désignés ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils ne vont pas devenir. Ça, je crois qu'on a beaucoup sous-estimé cette question-là lorsqu'on a abordé la question de la contamination, du scandale de la contamination. Je crois que c'était la question la plus angoissante à laquelle pouvaient se trouver confrontées les autorités de santé publique. Oui, mais il y a des problèmes d'éthique lorsqu'on a dépisté le sida dans le sang. Des problèmes psychologiques, hein. Mais alors justement, lorsqu'on aura dépisté le sida dans le sang de quelqu'un, il n'est pas forcément malade, comment va-t-on informer les porteurs de virus et éventuellement les assister psychologiquement et socialement ? Écoutez, ces propositions sont contenues dans un rapport. Le Premier ministre tirera les conséquences de ce rapport, mais pour le moment, je ne peux pas vous en dire davantage. On était très prudents. Vous savez, quand les tests ont été mis à disposition dans les centres de transfusion, on a créé un groupe spécial pour savoir si on allait donner le résultat du test. Vous voyez, aujourd'hui, a posteriori, on trouve ça hallucinant comme question. Comment est-ce qu'on pouvait ne pas donner le résultat d'une maladie qui pouvait se transmettre, enfin, même si, effectivement, on n'avait rien à offrir aux gens à l'époque. Mais il y avait des gens qui défendaient l'idée qu'il ne fallait pas donner le résultat du test aux gens à qui on allait le faire. À tel point qu'on sollicite le Comité national d'éthique pour avoir son avis, parce qu'on n'arrive pas à dire ce qu'il faut faire. Et le comité d'éthique dit, oui, il faut informer les gens qui viennent donner leur sang, même s'ils ne l'ont pas demandé, même s'ils ne viennent pas pour ça. Réunion ce matin à Paris du comité d'éthique médicale. À l'ordre du jour, le diagnostic prénatal, mais aussi les problèmes du sida. Bien sûr, le secret médical persiste et ne doit pas être révélé à d'autres personnes qu'à la personne concernée, mais lorsque l'on fait une constatation importante, comme la découverte d'un sida latent ou d'un pré-sida, il n'est pas possible de ne pas le révéler à la personne concernée. Mais le sida fait peur. Justement, c'est là où il faut s'arrêter, c'est qu'il y a une émotion, partiellement justifiée, mais le sida est beaucoup moins grave que beaucoup d'autres maladies. Mais est-ce qu'il y a des degrés dans le danger? En tout cas, les personnes auxquelles on fait la révélation, fort heureusement, l'immense majorité n'auront pas du tout une maladie mortelle, ils auront un trouble temporaire. La difficulté est vraie
et que vous soulignez, c'est que nous ne sommes pas, en l'état actuel, capables de reconnaître d'emblée si on a affaire à un trouble mineur ou à une forme grave. Un trouble temporaire. C'est bien dans ces termes que les plus hautes autorités médicales qualifient la maladie en 1985. Des mots qui permettent au virus de continuer à se propager tranquillement d'un foyer à l'autre. Les tests vont révéler le nombre de donneurs infectés et permettent d'estimer le taux de contamination des produits sanguins. Ces stocks laissés en circulation et distribués aux hémophiles constituent le troisième volet de l'affaire. Audience particulièrement attendue demain au procès du sang contaminé. Les ministres concernés, Georgina Dufoy et Edmond Hervé, Georgina Dufoy et Laurent Fabius ont rejeté les responsabilités sur les experts. Michel Garetta assume ses responsabilités, mais il reporte aussi certaines fautes sur d'autres personnalités. Le 3 juin 1985, le docteur Garetta écrit au docteur Netter « La présence du virus chez les donneurs dans notre approvisionnement est de 2 à 3 pour 1000. Ces chiffres démontrent que tous les pouls de plasma que nous utilisons sont susceptibles d'être contaminés. » Michel Garetta sera accusé d'avoir, pour des raisons économiques, écoulé à l'insu des hémophiles ces stocks qu'il savait contaminés. Et Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales, d'avoir fermé les yeux. Alors que depuis 1983, les scientifiques tentent de détruire les virus des hépatites en chauffant les produits sanguins. Que fin 84, ils s'aperçoivent que ce chauffage inactive le virus du sida et que les États-Unis produisent ces lots purifiés. Pourquoi attend-on octobre 85 pour les délivrer aux hémophiles? Si cela avait été possible, tous les pays au monde auraient généralisé l'utilisation des produits chauffés bien avant juin 1985, et ça n'a pas été le cas. Moi, je me souviens d'une discussion qui a eu lieu, moi je dirais fin 84, et où on a participé, le groupe de travail, avec des spécialistes de la transfusion et des hémophiles, et où on a commencé à avoir des éléments pour penser que, en chauffant non pas le sang, mais les dérivés sanguins, on pouvait diminuer le risque de transmettre. Le professeur Montagnier lui-même a fait une étude sur une vingtaine, j'insiste bien, une vingtaine de sujets, et il a publié cette chose-là au mois de février ou mars 85 pour montrer que c'était efficace et que les sujets qui avaient reçu du produit chauffé ne faisaient pas d'anticorps vis-à-vis du sida. Pourtant, si le chauffage des produits sanguins inactive bien le virus, il risque aussi de dénaturer la protéine coagulante vitale pour les hémophiles. Une situation qui repoussera de quelques mois la validation de cette technique. La protéine coagulante dont a absolument besoin l'hémophile, elle doit être conservée au froid. Donc ça veut dire, dans un premier temps, on s'est dit on va chauffer une protéine dont toute la valeur est due à sa conservation par le froid. Donc c'était un sacré risque quand même. C'était tout simplement le risque de dénaturer la protéine coagulante et de la rendre inefficace. Les transfuseurs nous disaient, avant d'utiliser ces produits en masse, il faut qu'on fasse cette évaluation. Et puis déjà, quand même, cette histoire du coût, où il y avait un surcoût de ces produits, qui faisait que c'était légitime aussi de faire cette évaluation intérêt-bénéfice, bénéfice-risque, pardon. Donc, moi, ça ne m'a pas choqué à l'époque, et aujourd'hui, ça choquerait encore moins. Vous savez que des médicaments très efficaces sont éliminés parce qu'ils comportent trop de risques. Alors d'une part, il y a eu une étude qui a été faite à Cochin à Paris où on s'aperçoit que les donneurs de sang sont pas mal contaminés. C'est Cochin, c'est Paris, enfin c'est quand même une indication. D'autre part, on s'aperçoit qu'il y a éventuellement une méthode pour inactiver ce fameux rétrovirus. Donc les deux se télescopent à peu près à 15 jours, 3 semaines d'écart dans le calendrier. Et à partir de là, il y a une espèce de frénésie, d'angoisse qui monte. Il faut absolument arriver à régler cette question-là. Et donc la question était comment obtenir une technologie qui permette de faire ça sur les produits français. Le problème, c'est que il faut faire des tests chez l'animal. Et que les tests chez l'animal, ça ne se fait pas chez n'importe quel animal, mais ça se fait chez le chimpanzé. Et que le chimpanzé, il n'y en a pas beaucoup, ça coûte extrêmement cher, et c'est une des raisons principales pour lesquelles la mise au point de ces techniques n'a pu économiquement être mise en place que par des compagnies commerciales qui avaient beaucoup des grands moyens financiers.
Les produits anti-hémophiliques sont extraits de milliers de litres de sang, donc potentiellement contaminés. Mais au printemps 85, les centres français producteurs, mis à part celui de Lille, tardent à mettre en place leur technique de chauffage. Mi-juin, faute d'une production nationale suffisante, le Comité national de l'hémophilie accepte une phase intermédiaire durant laquelle on utilisera des produits non chauffés et des produits chauffés dont la plupart sont importés des États-Unis. Se pose alors une question. Pourquoi la France n'a-t-elle pas importé en masse ces produits américains inactivés? D'après ce que je sais, les Américains exportaient à peu près 10% de leur production. 10% à répartir dans le reste du monde moderne, enfin du monde des pays riches. Et de toute façon, ils n'auraient pas pu compenser eux-mêmes l'absence de produits chauffés en France. Donc, il a été décidé, dans ce semestre-là, en accord avec les autorités de l'AFH, de répartir les produits différemment, c'est-à-dire ceux qui allaient être inactivés par la chaleur, on les donnerait aux hémophiles testés séronégatifs, de façon à ce qu'ils poursuivent leur chemin sans contact avec le virus. Et il a été décidé par ailleurs de distribuer à ceux qui étaient déjà contaminés des produits potentiellement porteurs du virus ou des anticorps. Ça, c'est une question scientifique qui ensuite a été débattue, mais qui apparemment à l'époque n'a pas fait de discussion. On ne voyait pas trop d'autres solutions. Les hémophiles réclamaient leurs produits et à ma connaissance, je ne me souviens pas que le représentant des hémophiles se soit opposé à cette chose-là. Sur le plan de l'éthique, évidemment, c'est pas très contestable de dire on garde le produit qui est pas très propre pour des gens qui sont... Enfin, dans l'urgence, il y a des décisions à prendre. Pour pallier au manque de produits sains, les médecins en accord avec l'AFH décident donc d'établir 2 groupes de patients. Des malades que l'on n'informe pas ou peu du protocole qui se met en place. Un mensonge par omission, diront certains, par peur que les hémophiles séropositifs refusent les produits contaminés, en clair, refusent tout traitement. Honnêtement, je pense qu'à ce moment-là, on est un peu entre Caraïbes et Scylla, où on arrête les soins, où on utilise ce qu'on a, mais où éventuellement on peut s'approvisionner sur un marché international, mais tout le monde doit être en train d'essayer d'en obtenir, donc de toute façon il n'y a pas assez. Nous, c'est le médecin qui, en juillet 85, quand Laurent a été contaminé, c'est surtout mon mari qui s'est battu, qui a dit « mais attendez, ils ont été contaminés tous les deux, on ne va pas continuer à leur donner des produits qui risquent de les contaminer ». On entendait parler qu'il y avait des produits chauffés et on s'est battu, on a été les premiers à en avoir en juillet 85. Ces médecins nous disaient à l'époque « mais non, il n'y a pas de risque de surcontamination. Ils sont contaminés, point à la ligne, c'est pas grave, ils ne le seront pas plus ». Moi, j'estime que quand on double, on triple ou on quadruple la quantité de virus dans un organisme, il n'a plus la même capacité de combattre que quand il en a très peu. Et du reste, maintenant, avec le recul, on se rend compte que tous les gens qui ont été contaminés une fois, une grande partie arrive à s'en sortir, que ceux qui ont été surcontaminés, je veux dire, ils n'ont pas pu résister à la maladie. Tout le monde est en train de se dire, qu'est-ce qu'on fait si les produits sont retirés? Ça veut dire qu'il se passe un temps pendant lequel il n'y a plus de produits anti-hémophiliques, ou très peu. Donc personne n'est prêt à gérer la chose. Est-ce qu'il était possible de faire autrement? C'est-à-dire... Non, parce que si on détruisait tous les lots, il y aurait eu une proportion considérable d'hémophiles qui n'auraient pas pu être traités. Donc c'était ça le nœud de l'affaire, c'était que la priorité pour un hémophile qui saigne, c'est d'arrêter le saignement. Et donc, quelles que soient les situations à côté de ça, il ne faut pas perdre de vue l'élément essentiel qui est que si un hémophile a une hémorragie cérébrale et qu'on ne l'arrête pas en lui donnant du facteur anti-hémophilique, il va mourir ou il va avoir des séquelles très importantes. Donc la priorité, c'était de pouvoir traiter. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de jongler pendant cette période intermédiaire. Évidemment que l'optimum dans ce genre de situation, c'est que la période intermédiaire soit la plus courte possible.
La position de la FH, c'est on accepte la double distribution. En fait, on a eu à se décider sur les propositions du CNTS. C'est une motion qu'on nous a demandé de rédiger le 9 mai 1985. Alors, ce jour-là, le président vient de discuter avec le docteur Garetta. Ils vont avoir les produits chauffés à partir du 1er juillet. Mais bon, il n'y aura pas assez et donc il nous propose une double distribution. C'est ça ou rien et il faut donc passer par là. La grande angoisse de l'AFH au début de 85, c'est d'être à court de produits. Ce qu'il faut, c'est aménager ce que le professeur Montagnier lui-même, dans une interview à Paris Match en mai 85, appelait un moment désagréable à passer. Voilà, c'est comme ça que le professeur Montagnier qualifiait cette époque, c'était un moment désagréable à passer. Bon, on pensait que ce serait un moment désagréable à passer pour 10% des gens qui seraient concernés par le problème. Ce qu'on n'avait pas compris, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que ce serait plutôt pour 60 ou 70% d'entre eux. C'est pour ça qu'après, c'est devenu évidemment un taux absolument intolérable et insupportable. Ce qui est choquant, c'est d'en arriver là. Ce qui est choquant, c'est d'en arriver là, c'est d'arriver dans une telle impasse en n'ayant pas géré la chose avant, et vous savez, gouverner, c'est prévoir. Il y a des choses quand même à essayer de prévoir. On en arrive là, c'est-à-dire qu'on est devant une maladie qu'on ne connaît pas. On a imaginé qu'elle aurait un certain taux de décès, etc. Et la réalité sera autre chose. On n'a pas envisagé que ça puisse être un autre modèle. On a une transfusion qui fonctionne d'une certaine façon. Elle n'est pas adaptée à la réponse à ce genre de maladie. Et c'est là qu'est le problème, pour moi. À l'été 85, 70% des hémophiles d'Île-de-France ont les anticorps du virus du sida dans leur sang. Ils sont séropositifs et du coup, personne ne s'oppose au fait qu'ils reçoivent des produits contaminés. Il faut dire qu'à cette époque, les scientifiques pensent que les anticorps protègent des maladies infectieuses. Pour d'autres maladies virales, le fait d'avoir des anticorps, c'est plutôt un bon signe. C'est quand le système immunitaire a bien réagi contre le virus. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de protection. Si on a déjà un virus du sida, si on est déjà infecté, on n'est pas immunisé contre un deuxième virus un peu différent, mais aussi le virus du sida. Donc voilà, c'était aussi un concept qui a probablement brouillé les cartes au départ. Pour certains responsables, ils ont dit, bon, on peut quand même écouler par exemple des produits non chauffés, anti-hémophiles, ça leur fera pas de mal. C'était des produits précieux. Vous voyez, c'est pas des produits qu'on pouvait avoir très facilement. Donc, il fallait choisir. Enfin, on était dans une incertitude très importante. Et quand on nous a dit, on va épuiser les stocks, ça nous a choqué un petit peu. Puis, on a essayé de discuter et on dit, bon, on avait déjà des tests à l'époque et ils disaient, bon, on va utiliser les stocks pour les gens dont on sait qu'ils sont déjà infectés. Alors après, on nous a dit, et ça provoquait des surinfections. À l'époque, les surinfections, on ne savait pas très bien, quoi. On en parlait, mais on n'avait aucune donnée. Les surinfections, on sait que ça existe depuis 2-3 ans seulement. Hein. Avant, c'était une hypothèse, on ne savait même pas si c'était délétère, si ça pouvait avoir des conséquences graves. C'est toujours pas très bien, d'ailleurs. Donc voilà. Et c'était pas, dans un contexte où il y a de contraintes multiples, c'était pas une solution si délirante que ça. Le sang contaminé fut dans la France des années 80 un véritable drame national dans lequel les responsabilités ont été multiples, enchevêtrées dans un tissu d'ignorance et de fausses certitudes qui ont, c'est vrai, brouillé les esprits et masqué une vision claire du danger. Lors de mon audition, le président du tribunal m'a posé une question. Il m'a dit « Est-ce que pour vous, les décisions qui étaient prises à ce moment-là en matière de transfusion sanguine sont des décisions de nature politique ou de nature technique ?» Je dis « Non, ce sont des décisions de nature technique. Ça se joue au sein de la transfusion. » De toute façon, les autorités compétentes, ce sont des politiques qui ne peuvent se décider que sur ce que leur disent des scientifiques. Ce n'est pas le politique qui décide de la conduite à tenir en médecine, quand même. Ce sont les scientifiques. Il y avait beaucoup de questions sur lesquelles on répondait « on ne sait pas ». Et ça, c'est assez
limitant pour prendre des décisions. Depuis cette affaire, les responsables politiques ont inscrit le principe de précaution comme un préalable à toute décision de santé publique en cas d'incertitude scientifique. La seule question qui reste malgré tout est de savoir si un tel désastre pourrait ou pas se reproduire aujourd'hui. On pense toujours à la guerre précédente et jamais à la suivante. Je pense que ce qui s'est passé il y a 25 ans, si ça se renouvelait sous les mêmes formes, les gens auraient peut-être plus de modèles en tête pour penser la réponse. Mais on se pose des questions en ce moment sur les grandes épidémies type grippale et autres. Nous n'avons peut-être pas le bon modèle d'épidémie grippale en tête, et peut-être ce qui va nous arriver un jour va nous surprendre. Il faut se dire, on doit se préparer à aborder, traiter des risques dont on n'a peut-être pas tout à fait encore les bons modèles, et il faut être prêt à ça. Je ne vois pas quel parti politique, quelle tendance politique réellement s'intéresse vraiment à la santé publique. Je ne crois pas que ce soit une grande cause nationale. Et pour moi, la recherche, la santé publique devrait être déclarée grande cause nationale. Ça voudrait dire, qu'on s'y intéresse vraiment, ça voudrait dire que vraiment on y met de l'argent. On est en période de crise, mais il y a des priorités et la recherche et la santé publique devraient être deux grandes priorités.